passer à la prochaine donc, communication qui va nous amener cette fois-ci sur la famille Raoul. Et c'est une présentation qui est faite par M. Jacques Voirin. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis donc Jacques Voirin, président du Cercle généalogique du Pays de Jeanne. Et donc je vais vous parler d'une famille, la famille Raoul. Alors c'est une façon de voir les choses au niveau de l'histoire par le biais de la généalogie, ce qui fait qu'on travaille plus sur les gens et sur les familles que sur de l'histoire, comme on vient d'en entendre un brillant exemple tout à l'heure. Voilà. Alors Raoul, c'est l'orthographe Raoul, vous voyez ici, moi je l'ai écrit R-A-O-U-L. Sur la plaquette qui est présentée pour les journées d'études, il y a un T au bout. Parfois il y a un T et un X. Bref, il est écrit de plusieurs façons, mais c'est toujours de la même famille dont il s'agit. C'est-à-dire que les prêtres, lorsqu'ils font leurs notes sur les registres de l'Église, lorsqu'ils font les actes de mariage, de naissance ou de décès, ils écrivent le nom à l'oreille, donc d'un point de vue phonétique, et l'orthographe est très très discutable. La page suivante. Vous avez mis un florilège d'orthographe de Raoul. Parfois ça s'écrit R-A-O-U, parfois Ro, parfois Roux, parfois il y a un H entre le A et le O. Bref, il y a toutes sortes de façons d'écrire le mot Raoul. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en faisant un travail de généalogiste, nous sommes certains qu'il s'agit bien, toutefois, de la même famille. Alors la famille Raoul dont je vais vous parler, elle vient au départ de Bazeuil. Bazeuil, on voit sur les registres paroissiaux un premier Raoul, un certain Denis dans les années 1600, c'est un acte de mariage. Et la famille Raoul va vivre des générations sur le XVIIe siècle à Bazeuil, avant d'arriver à Liffol, à le Coucy, avec Sébastien Raoul, qui se marie avec une Marie Berger à Liffol. Et donc on va avoir après 4 générations, jusqu'à Charles-François Raoul, le dernier, qui se marie avec Claire Vaillant. Alors le premier qui nous intéresse, c'est Charles-François. Charles-François, il naît en 1754 à Liffol-le-Grand, et d'une famille qui est artiste, ce sont des artisans. On dit que le père est fondeur ou fendeur, selon l'orthographe, c'est pas très très précis, mais l'un et l'autre existent. Si c'est un fondeur, ça veut dire qu'il fond le cuivre. Si c'est un fendeur, ça veut dire quelqu'un qui fend des lamelles de cuivre pour pouvoir les commercialiser et les transporter. Mais les deux métiers existent. Mais je pense qu'on est plutôt dans le fondeur que dans le fendeur. Donc Charles-François, né à Liffol-le-Grand, il passe son enfance à Liffol, et à l'âge de il part à l'âge de 14 ans, il s'engage 17 ans, pardon, il s'engage en 1776 dans l'armée. Il rejoindra le régiment Bassigny à Metz, c'est une armée encore de l'Ancien Régime, et il fera 8 ans de service militaire avant un retour dans son pays natal à l'âge de 24 ans. Là, il se marie avec justement Claire Vaillant, que vous avez vu tout à l'heure, dont vous avez vu le nom. Et la famille, il aura sur 17 ans, il y aura 12 enfants dans la famille. Et Charles, lui, prend s'installe dans le secteur de Liffol-Neuchâteau, et il sera négociant et marchand de bois. Et à partir de 1791, alors que la Révolution commence à se répandre au niveau du territoire et que les colporteurs commencent à donner des nouvelles de Paris, il arrive le moment où le pays fait appel aux volontaires pour défendre la France contre la coalition qui est à la frontière. Et donc Charles Raoul répond présent et donc s'engage dans un bataillon de volontaires où il sera capitaine puis lieutenant-colonel en 91. Alors à l'époque, les officiers et les sous-officiers les grades ne sont pas donnés comme on le fait aujourd'hui, ce sont les soldats qui votent leurs officiers.
Donc il sera élu au niveau de son régiment, et il participera à pas mal de batailles. On retrouve des traces de ce qu'il a fait au niveau de ces batailles. Il y a un certain général Ferré qui certifie dans un rapport aux autorités que les 2 bataillons agricoles, on les nommait comme ça, de Mouzon-Meuse, donc de Neufchâteau, commandés par le citoyen Raoul, s'étaient bien comportés tout le temps qu'ils avaient été attachés à sa brigade et avaient agi en bons patriotes et en vrais républicains. Et dans le même esprit, la correspondance générale de Carnot, commissaire de la Convention nationale, qui dit « Nos soldats sont sortis du champ de bataille et ont paru devant l'ennemi qui a attaqué par la gauche dans le camp retranché. L'ennemi y a aussitôt porté des forces. Nos soldats ont franchi ses retranchements, ont fait un feu républicain et chargé à coups de baïonnette et même de crosses et de fusils. Le bataillon Mouzon-Meuse du département des Vosges ayant pour commandant le citoyen Raoul s'est trouvé à cette attaque et a eu sa part de victoire. » Mais ces faits d'armes dont on parle là n'empêchent pas que le lieutenant-colonel Raoul a un comportement qui n'est pas très académique par rapport à ce qu'on attend finalement d'un militaire. Et c'est vrai qu'il prend quelques libertés avec le règlement, avec le comportement. Et il se passe que à un moment donné, avec certains de ces soldats, ils sont de sortie et ils sont rentrés au campement complètement ivres. Et le lieutenant-colonel Raoul a été destitué. Ce qui n'empêche pas que quelques mois plus tard, on lui a redonné ses galons parce qu'on avait quand même besoin de lui pour continuer à se battre contre les armées décoalisées. Ceci, plusieurs fois. Il y a eu une fois aussi où le commandant Raoul, le lieutenant-colonel Raoul, a laissé son armée piller du village après les combats, ce qui fait qu'il y a aussi eu une sanction à ce niveau-là et qu'il a été de nouveau dégradé. Ça s'est passé comme ça plusieurs fois, jusqu'au jour où on a décidé que finalement, eh bien, on n'avait plus besoin des services de Raoul et il a été donc remercié. Alors, le problème, c'est qu'il est rentré chez lui et lui, il voulait continuer ce qu'il commençait à faire. Donc, il a commencé à avoir des activités au niveau de l'Ouest vosgien. Il s'est engagé au niveau des rachats de biens nationaux. Il s'est porté d'ailleurs acquéreur de biens nationaux au niveau de Vouxey, où il a acheté des propriétés qui étaient à vendre. Et on lui a aussi demandé, à un moment donné, d'intervenir par rapport à des faits qui se passaient dans le secteur. Par exemple, à Rebeville, où il est appelé pour régler un contentieux, parce que Rebeville est un village où le prêtre réfractaire et le prêtre constitutionnel sont tous les deux dans le village. L'un ne voulant pas quitter son poste, il y avait donc au niveau du village 2 façons de faire la messe. Et comme les autorités de Neufchâteau ont demandé au capitaine Raoul d'intervenir pour empêcher le prêtre réfractaire de continuer son office. Et donc on dit ceci: ce jour 5 juillet 1791, en vertu d'un réquisitoire de messieurs les administrateurs du district de Neufchâteau réunis en comité, nous a présenté par monsieur Raoul, capitaine de la garde nationale de la même ville, à le fait de vérifier le presbytère de Rebeville s'il n'y avait point d'armes et de munitions tendant à protéger une contre-révolution, en Rebeville, et de signifier à monsieur le comte, curé du dit lieu, qu'il ne pouvait remplir les fonctions de prêtre à défaut de prestation de serment. Voilà. Donc, il a, comme je vous le montre là, il avait donc une fonction militaire, mais il avait aussi une fonction de gendarme finalement dans le secteur où il était. Et il a été à ce niveau-là assez actif. On a l'impression de quelqu'un qui était à la fois un peu baroudeur, un peu aventurier, mais qui prenait des libertés avec tout ce qui était l'autorité. Il s'est retrouvé une dernière fois à l'époque de Napoléon Ier. Il s'est retrouvé une dernière fois général au niveau d'un bataillon parce que un de ses fils, qui avait aussi la possibilité d'avoir ses entrées auprès de l'empereur, était intervenu pour qu'il puisse reprendre ses fonctions. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, avec son régiment, il s'est retrouvé à un moment en Italie et il a trouvé le moyen de piller
les trésors de l'Église dans un évêché qui avait perdu sa fonction, et comment lui s'était emparé de la crosse de l'évêque et puis de tous les de toutes les objets religieux donc précieux et bien souvent en or qui pouvaient l'accompagner. Voilà. Donc lui s'est retrouvé à ce moment-là remercié définitivement, et il se retrouve donc à revenir dans la plaine des Vosges, et il décédera en juin 1824 à Neufchâteau. Alors, je vais vous montrer le portrait de ce monsieur. Ouais, c'est pareil. Donc, pour résumer la carrière, vous voyez donc la naissance, encore au régiment de Bassigny, caporal des chasseurs et congédié donc en 1784. Donc, Révolution française, capitaine des grenadiers au 1er bataillon des Vosges, chef de ce bataillon, général de brigade donc en 94, suspendu par les représentants de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée, c'est ce que je vous disais aussi par rapport au comportement qu'il avait pu avoir, réintégré dans ses fonctions donc pour l'armée des Pyrénées-Orientales, réintégré à l'armée de l'Ouest en 95, et puis donc intégré dans l'armée de Ramoselle toujours en 95, et réformé en 96. Voilà, la suivante, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé, sous le directoire, rappelé dans l'active et nommé général des armées, admis à la retraite. Révolution française. Bah oui, là, il y a un truc, c'est pas Révolution française, excusez-moi, c'est la Restauration. Rappelé à l'armée du Nord, et puis admis à la retraite en 1810. Et pour les 100 jours, donc il a été nommé commandant du département des Vosges. C'est la dernière fois où il est intervenu au niveau de l'armée, et comment il a été mis en retraite définitive avant les 100 jours, parce qu'il y a eu justement un problème de comportement encore à ce niveau-là. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à Pierre-François Raoul. Alors Pierre, c'est le fils de Charles. Alors lui, il est né en 1787. Alors si on se souvient bien, 1787, le père de Pierre est reparti avec les gardes nationaux en 91. Vous voyez comment Pierre avait à l'époque 4 ans quand son père est reparti à l'armée. Donc lui est quelqu'un qui a vécu au sein de la famille sans avoir trop connu son père, et en étant élevé plus par sa mère que par son père. Alors lui, par rapport à son père qui était plutôt frondeur et qui faisait beaucoup d'histoires, lui est quelqu'un qui est, plutôt réservé, plutôt académique, je dirais. Vous allez voir, il a fait une carrière aussi qui est remarquable au sein de l'armée. Là, donc, au sein de l'armée vraiment napoléonienne, puisque c'est à ce niveau-là que les choses se sont passées avec lui. Il s'engage à 15 ans dans l'artillerie, dans un régiment d'artillerie. Il passe à la cavalerie légère très très rapidement, et il fait la première partie de sa carrière en Italie. Donc en Italie, l'armée française en Italie à l'époque, au début du règne de Napoléon Ier, c'est une armée d'occupation, mais qui ne fait pas beaucoup de combats, et qui n'a pas les combats prestigieux qu'on peut connaître au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Espagne. C'est plus une armée d'occupation qui ne fait pas tellement de combats. Donc il va faire une carrière dans une première partie où il va devenir officier, toujours pareil, le même système, hein, élu par ses pairs, et il va passer officier à l'âge de 21 ans. Ça, c'est la première partie de son service militaire, où il n'y a pas grand-chose d'autre à dire au niveau des annales, si ce n'est le fait, quand on lit ces états de service avec les archives de la Légion d'honneur, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. La deuxième partie de la carrière, par contre, sera beaucoup plus brillante. En quelques mois, à partir de 1812, il est lancé sur les champs de bataille à la conquête de la Russie, hein, comme tous ses frères d'armes. Les archives de la Légion d'honneur qu'il obtiendra donc en 1813 attestent qu'il aura fait des combats à Krasnoï, Moskova, Moscou, Smolensk, Berezina, autant de noms qu'on a connus dans nos livres d'histoire, et que Pierre aura traversé donc durant toute sa campagne de Russie. Et avec quel risque? Donc les états de service
nous disent qu'il se retrouve à terre parce que son cheval a été tué et que lui, il est donc coincé sous son cheval. Ça arrivera 2 fois au cours des combats qu'il va mener au niveau de la retraite de Russie. Il est dans le régiment avec comme supérieur le maréchal Ney, qui va suivre tout le long de la retraite de Russie jusqu'à son arrivée en France. En 1813, il reçoit le grade de lieutenant au cours de la bataille de Dresden. Il est blessé dans cette même bataille d'un coup de lance à la poitrine et il est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille. De fait, donc, Pierre Raoul aura survécu à la campagne de Russie et à la désastreuse retraite des armées napoléoniennes. Il est, une fois retourné en France, instructeur au 2e régiment de la garde d'honneur lors de la chute de l'Empire, la première abdication, donc en 1814. À la Restauration, le capitaine Raoul est nommé capitaine par le ministre de la guerre de Louis XVIII. Il est adjudant-major au 6e hussards, toujours sur les ordres du maréchal Ney. Changement de régime, mais continuité dans le service. Pas pour longtemps cependant, car dès que Napoléon décide son retour de l'île d'Elbe, nous savons tous que le maréchal Ney, à un moment donné, par sa proclamation de Lons-le-Saunier, se rallie à Napoléon Ier, et Pierre va suivre donc son supérieur et se rallier à Napoléon Ier. Il payera cher cette fidélité au maréchal Ney et à Napoléon Ier, puisqu'il sera radié par ordonnance royale en 1815, lors de la 2e abdication. Il a à ce moment-là 28 ans. Il va donc être en réserve comme ça et rentrer chez lui pendant 2 ans dans le sud des Vosges, jusqu'à ce qu'en mars 1817, il soit réintégré dans l'armée royale avec des états de service qui vont le conduire du royaume, qui vont le conduire jusqu'en Espagne, où le royaume français essaye de rétablir Ferdinand II d'Espagne sur son trône. Son régiment fait des exploits. Il fait prisonnier 45 officiers et une centaine d'hommes et leurs 200 chevaux. Il est promu chef d'escadron sur le champ de bataille. Tous les honneurs pour le 19e régiment des chasseurs de Père Raoul. Il est nommé donc chevalier de Saint-Louis et rentre en France avec un régiment auréolé de gloire. Il devient à ce moment-là lieutenant-colonel, puis commandant du 2e régiment des Dragons de Paris. Enfin, colonel, commandant le 3e régiment des cuirassiers à Grès. Il termine sa carrière comme commandant de la 3e région de la gendarmerie à Metz. Il ne sera jamais promu général. Pourtant, il l'espérait, et ses supérieurs pensaient aussi finalement qu'il pouvait devenir général. Seulement, il y avait un problème à l'époque, c'est que Pierre Raoul était devenu physiquement un peu trop gros pour monter sur un cheval. Et son obésité a fait que son commandant a décidé, enfin son supérieur a décidé à un moment donné que c'était pas possible de nommer général un homme qui ne pouvait plus monter sur un cheval. Donc il est resté colonel et il est donc rentré, il a pris sa retraite comme colonel de gendarmerie. Il se retire à Neufchâteau. Pierre Raoul, il est décédé au 22 rue Neuve à Neufchâteau. Et c'est le seul des Raoul dont je vous entretiens qui a eu qui a sa tombe, qui est toujours là à Neufchâteau. Alors dans le cimetière de Neufchâteau, si vous voyez la tombe des Goncourt, quand on monte vers le cimetière de Neufchâteau, vers le dessus du cimetière de Neufchâteau, la tombe de Pierre Raoul est à droite de la tombe des Goncourt. Elle est remarquable parce que la pierre tombale est très sobre, mais dessus c'est une page de livre. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il a fait au niveau militaire, ses conquêtes, les campagnes, les dates, tout. C'est vraiment et puis comme on le faisait à l'époque aussi, la médaille de la Légion d'honneur qui est gravée sur la tombe, parce que Pierre Raoul a été donc commandeur de la Légion d'honneur. Voilà. Donc voici pour Pierre Raoul, pour résumer sa carrière. Voilà donc. Hussard, brigadier, maréchal des logis, maréchal en chef, sous-lieutenant. Vous voyez, on voit vraiment
un défilé comment au niveau de la carrière, une carrière vraiment exemplaire, mais comme je vous disais, qui est pas spécialement, qui est logique, quoi. Elle n'a pas d'originalité, même si elle est vraiment très très riche. Et cette carrière-là veut dire quand même que voici un homme qui parti avec une origine au niveau de Nifol et de Neuchâteau, a traversé toute l'Europe et a fait la campagne de Russie. Imaginez à pied ce que ça veut dire. Et rentrer, c'est quand même, on peut s'imaginer quand même que c'était des gens qui ont fait des sacrés parcours avec quel risque et quel brio. Même si ça paraît très très simple à la lecture comme ça. Voilà. Donc, une dernière chose pour Pierre, c'est que on le reprendra tout à l'heure parce que ça fera un peu une boucle. Il deviendra à un moment donné tuteur de sa nièce, la fille de son frère, Nicolas, parce que Nicolas sera décédé en laissant une fille en bas âge, dont Pierre est devenu le tuteur à Neuchâteau. Voilà. On va passer maintenant au personnage suivant, Nicolas Raoul, donc, qui est le frère, donc fils de Charles et frère de Pierre, qui est né le 20 mars 1788. Alors toujours pareil, vous imaginez, le père est reparti à l'armée en 91, lui 88, il avait 3 ans. Et il faut bien se dire que tout le temps de la campagne, des campagnes successives à bâton rompu, mais quand même, toutes les campagnes que Charles a pu faire, il a laissé, à Neuchâteau et à Nifol, une famille qui avait énormément d'enfants et une femme qui s'occupait de ses enfants toute seule. En gros, c'est quand même dans une période quand même très mouvementée. Donc, Louis-Nicolas, alors lui, je dirais Nicolas parce que c'est le nom usuel qu'il a gardé. C'est quelqu'un de remarquable. C'est vraiment quelqu'un qui devait être brillant, qui devait être, audacieux, à qui beaucoup de choses ont réussi, qui a su rebondir dans toutes les péripéties qu'il a pu connaître tout au long de sa vie. Franchement, aujourd'hui, on dirait un surdoué, mais vraiment quelqu'un moi, au fur et à mesure que j'ai vu sa vie se dérouler et que j'ai commencé à faire des recherches sur ce personnage, franchement, j'ai été épaté de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu. Donc, Nicolas est né le 24 mars 1788. On va débuter par les campagnes qu'il a faites. Très jeune, en mai 1802, il rejoint le 5e régiment d'artillerie à pied à Metz. Il n'a que 14 ans quand il fait ça. Il est remarqué pour ses capacités et ses dispositions pour les sciences. Il entre comme élève en octobre 1805 à l'école polytechnique. Il en sort en 1806 avec le grade de sous-lieutenant. Et là, voilà, on est parti pour les campagnes napoléoniennes à partir de 1806. De 1806. Il participe à la 4e coalition avec Jena, Auerstadt, les campagnes de Pologne, contre les Russes, les victoires d'Eylau, Friedland, et donc le traité de Tilsit. Il participe à la 5e coalition. On le retrouve donc comme lieutenant à la bataille de Wagram. Participe à la campagne de Russie, bien entendu. Il est promu capitaine au cours de la marche de l'armée napoléonienne vers Vilnius, Smolensk, Borodino et enfin Moscou en septembre 1812. En octobre de la même année, Nicolas choisit de perdre en grade pour accéder à la garde d'honneur de Napoléon Ier. Et là, les choses vont basculer parce qu'il va être dans l'entourage d'un Napoléon Ier. Il va être vraiment aux côtés de Napoléon Ier dans le premier cercle des soldats qui l'accompagnent sur le terrain. Il participe donc dans le prochain entourage de Napoléon à la 6e coalition. Il est décoré après la bataille de Dresden. Donc là, Pierre était à la bataille de Dresden, on en a parlé tout à l'heure. Et lui aussi se retrouve à cette même bataille de Dresden. Elle se retrouve blessé sur les champs de bataille livrés en Saxe à ce moment-là. Après le retour en France, donc, et l'abdication de Napoléon Ier, il s'agit, avec
les coalisés, entre les coalisés et Napoléon Ier, de décider du lieu où Napoléon Ier va être exilé, et de décider aussi des gens qui vont accompagner Napoléon Ier sur l'île d'Elbe. Nicolas se porte volontaire, et dans les volontaires qui sont présents autour de Napoléon, eh bien, Napoléon Ier va choisir Nicolas comme pour l'accompagner sur l'île d'Elbe. Sur l'île d'Elbe, Nicolas va avoir un poste qui est un poste important, à savoir que comme il était dans l'artillerie, il a des connaissances techniques que Napoléon Ier va utiliser sur l'île d'Elbe pour construire des routes, pour construire des bâtiments, pour construire toute une infrastructure qui va permettre à Napoléon Ier de s'installer apparemment durablement sur l'île d'Elbe. Bon, on sait que ça, c'est pas vrai, mais disons qu'au départ, c'est le but. Et donc, Nicolas va se retrouver entre à la fois Napoléon Ier et ses exigences, les habitants de l'île d'Elbe qui commencent à protester parce que Napoléon Ier commence à expulser les gens, à prendre des territoires, des terrains, donc pour monter ce qu'il voulait faire, et le côté aussi financier des choses, parce que Napoléon Ier, pour sa première abdication, dans les traités d'abdication, il avait droit à une partie de sa fortune personnelle qui devait embarquer à l'île d'Elbe. Seulement, ce trésor qui était supposé suivre Napoléon Ier n'a jamais suivi parce que Louis XVIII n'a jamais voulu desserrer les cordons de la bourse, ce qui fait que l'argent arrivait au compte-gouttes sur l'île d'Elbe et que Nicolas avait bien du mal à financer les travaux pour lesquels il était responsable. On dit, c'est les mémoires de Nicolas lui-même, qu'il a eu des moments difficiles avec Napoléon Ier qui protestait parce que les travaux n'avançaient pas et que Napoléon Ier avait l'habitude, quand on voit Nicolas, c'est quelqu'un qui est chevelu, qui a une barbe, qui a des favoris assez impressionnants. Paraît-il, Napoléon Ier, quand il voulait exprimer son mécontentement sur l'avancement des travaux, prenait l'habitude de tirer les favoris de Nicolas en guise de réprobation. Alors, dans le secret, au niveau de l'île d'Elbe, bien entendu, à côté de la cour, et la ville de la cour qui s'était installée, Napoléon Ier était en train de préparer son retour, le retour qu'il a fait donc, et il débarque donc à Juan-les-Pins, et le soir du débarquement, Nicolas nous dit « César vient de passer le Rubicon, que d'espérance, que de crainte ce jour va faire naître, que de passions vont se rallumer. Quel tableau j'ai sous les yeux, l'empereur près d'un feu de bivouac, dort assis sur une petite chaise pliante dont il se servait aux jours les plus brillants de sa vie. Autour de lui reposent ses compagnons d'exil. » Voilà, ça c'était le témoignage de Nicolas qui a laissé quelques notes sur ce qu'il avait vécu au niveau de l'île d'Elbe. Et oui, il faut conclure déjà. Nicolas Raoul est parti après en Italie parce que bien évidemment la Restauration ne voulait toujours pas de lui comme officier. Et donc il est parti en Italie, il s'est retrouvé précepteur d'un fils du comte de Saint-Luc qui était le frère de Napoléon III. Et il est resté 4 ans en Italie. Il a rencontré une femme dont il a fait sa maîtresse, une marquise, avec laquelle il s'est enfui en France, toujours pas retenu pour être officier en France. Et de la France, il part aux États-Unis. Aux États-Unis, il débarque en Louisiane. Il aura une fille qui va naître en Louisiane, une petite Clara. Et il n'a pas pu non plus s'engager dans l'armée américaine, il part pour l'Amérique centrale. L'Amérique centrale qui est en train de vouloir se libérer du joug espagnol. Et Nicolas rencontre Bolivar. Et avec Bolivar, ils vont fomenter une révolte des pays d'Amérique latine pour essayer de se libérer du joug espagnol, ce qu'ils arrivent à faire. Et Nicolas Raoul devient donc commandant instructeur général de l'armée d'une fédération de pays d'Amérique centrale qui comprennent le Guatemala, le Honduras, enfin vraiment, c'est une épopée extraordinaire qui a été faite là-bas.
Et il termine par une victoire assez extraordinaire au Guatemala. Mais malgré tout ce qu'il a pu faire au niveau de ses exploits, alors qu'il avait une place de choix dans ces pays d'Amérique du Sud, son frère Pierre lui dit « Hey, tu peux revenir ici, ils ont décidé de nous redonner tous nos titres, nos dollars, nos machins. » Donc, que fait Nicolas? Nicolas, il décide de retourner en France, et il retourne en France, donc, reprend tous ses grades, et terminera sa carrière au bout d'un bon nombre d'années, donc parce qu'il retourne en France en 1835 et il termine sa carrière en 1850, il terminera donc, il terminera commandant de l'artillerie de la première division militaire à Vincennes. Donc vraiment avec quelque chose d'important. Il fait valoir ses droits à la retraite qui sont signés par le futur Napoléon III, qui était encore lui Napoléon Bonaparte, et donc 3 mois après qu'il ait signé son départ en retraite, il décède le 20 mars 1850. Il aura des obsèques vraiment extraordinaires à Paris. Et donc, pour la petite histoire, et je terminerai là-dessus, en 1854, suite au feu vert donné par Napoléon III, il était procédé à l'exécution du testament de Napoléon Ier, et près de 7000 francs seront accordés à Caroline, sa fille qui vivait à Neuchâteau, au titre de fille héritière du capitaine d'artillerie de la garde de l'île d'Elbe, Nicolas Raoul, et 7000 francs en 1900, en gros c'était en 1854, ça équivaut entre 3 millions et 4 millions d'euros aujourd'hui. Voilà. Donc je suis désolé parce que la partie américaine c'est vraiment un personnage, j'aurais dû vous parler que de lui finalement, c'est vraiment un personnage extraordinaire, mais bon voilà, c'est vrai que là le temps, je me suis fait surprendre par le temps, bon bref. Voilà, je vous remercie beaucoup.